Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Entretien du jour. Fin 2019, Alpha Condé entamait un projet de révision de la Constitution guinéenne. Il en a obtenu l'aval, l'avait-il déclaré. Contre vents et marées, il est allé jusqu'au bout de son projet avec comme cerise sur le gâteau un troisième mandat présenté comme un premier sous une nouvelle république. Il aura été impitoyable avec les acteurs de l'opposition et acteurs de la société civile qui se dressaient sur son chemin. Alors que le plus dur semblait passer pour lui et que l'exercice du troisième mandat est en cours, ce dimanche 5 septembre 2021, des militaires sont allés déposer l'homme du fauteuil présidentiel. Une sortie par la petite porte pour apprécier Taylor Laurent Faton, docteur en communication, acteur politique. Bonjour, monsieur Faton. Bonjour, monsieur Sartinet Youssouf. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir renouvelé. Fin 2019, disais-je, je me rappelle, je vous recevais sur un plateau du genre pour évoquer les questions de troisième mandat, de révision de la Constitution. Vous évoquiez le cas du Ghana, qui pouvait avoir un système en place pour contraindre ceux qui avaient fini le mandat et qui ne voulaient pas partir, de partir. Vous appeliez de tous vos voeux, j'allais dire, des hommes en uniforme, à contraindre ces chefs d'État en fin de mandat et qui ont cette velléité de vouloir revenir à partir. Ce qui s'est passé en Guinée-Conakry, est-ce que ça vous réjouit? Est-ce que ça me réjouit? Non. Vous savez, la situation de la Guinée, on devrait avoir, toute Afrique devrait avoir trois réactions. Soit on en pleure, ou on en rit, ou on y réfléchit. Et moi, je préfère y réfléchir. Parce qu'une autre fois, nous sommes tombés. Tous unanimement. Parce que personne n'a rien fait pour arrêter Alassane Condé, qui devrait respecter un contrat social. Vous dites que personne n'a pu faire quelque chose pour arrêter Alpha Condé, qui devait faire quelque chose. Personne n'a rien fait parce qu'on n'a aucun mécanisme africain pour empêcher ceux qui brisent le contrat social de ne pas le faire. Parce qu'à l'entame de son premier mandat, le contrat était clair. 2 mandats. Et il ne peut pas rompre le contrat en cours de mandat. Mais on a observé, le peuple guinéen a protesté en partie. Mais il n'a eu aucun écho, tant au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'Union africaine, qu'au niveau international. On peut dire que la CEDEAO s'est quand même dépêchée dans le pays avec les missions de bons offices que nous avons. Mais qu'est-ce que la CEDEAO fait? En définitive, on a dressé le tapis au président. Il a réussi à obtenir ce troisième mandat. Et nous avons vu la suite. Et c'est la suite qui inquiète. Parce que les expériences des militaires depuis les années 60 et leur résurgence depuis quelques années n'a pas donné une satisfaction au peuple. Ils disent toujours qu'ils viennent pour rétablir l'ordre démocratique, mais nous connaissons la suite. Alors, je pense que la situation devrait nous amener à réfléchir pour dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il arrivera toujours, dans nos démocraties en construction, des individus qui ne voudront pas quitter le pouvoir. Soit dans les constitutions, on trouve un mécanisme qui permet aux militaires d'arracher le pouvoir, mais la constitution donne en même temps le mécanisme de leur départ, de leur gestion du pouvoir. Parce que c'est comme si on a donné peur de constitutionnaliser nos réalités. Les coups d'État font partie désormais d'une réalité de la sociopolitique africaine. Vous pensez pas que ce serait dangereux d'insérer des périodes de transition après des coups d'État dans des... Je n'ai pas encore la solution, mais notre histoire des 60 dernières années nous montre que les coups d'État font partie de notre sociologie politique. On ne peut pas faire la sociologie politique africaine
et extraire les coups d'État. Parce qu'il y a un passé, qui est le passé royal, auquel nous sommes plus ou moins attachés psychologiquement ou inconsciemment, on est attachés. Ça fait qu'à des moments donnés, des individus se mettent à la place du tout-puissant, du roi, et veulent régner ad vitam aeternam. Ils auraient voulu régner à vie, mais si on a conscience de cette réalité, on peut trouver le mécanisme juridique ou constitutionnel pour dire éventuellement, s'il arrivait qu'un individu se croit tout-puissant et veut s'éterniser au pouvoir, on peut trouver un mécanisme par lequel l'armée républicaine, précise républicaine, lui arrache le pouvoir, mais la Constitution prévoit de manière exceptionnelle la procédure de gestion du pouvoir par ces acteurs. D'une manière ou d'une autre. On sait que, par exemple, pour des cas de pays, quand le président démissionne, s'il y a un vice-président, le vice-président prend aussi un président de l'Assemblée nationale. Les cas de coup d'État n'ont jamais été constitutionnalisés quelque part. Et il faut définir les modalités dans lesquelles les coups d'État peuvent avoir lieu. Parce qu'on a constaté une chose, les révoltes populaires n'ont pas amené les chefs d'État à faire demi-tour. En tout cas, les jusqu'au-boutistes. Il y a certains qui, spontanément, quand ils finissent leur mandat, le contrat social, ils laissent le pouvoir. Mais certains sont déterminés à y rester. Il faut trouver le mécanisme qu'il faut pour les déloger. Parce que c'est inconcevable qu'un peuple soit incapable d'arrêter quelqu'un et qu'on ne mette aucun système en place de manière constitutionnelle pour les arrêter. On peut dire de manière exceptionnelle, quand quelqu'un veut briser le contrat social qu'il a amené au pouvoir, on donne les prérogatives à l'armée de lui arracher le pouvoir, d'arrêter sa propension à dépasser ou bien ne pas respecter la Constitution, ou on trouve un autre mécanisme qui le destitue. Parce que soit c'est l'armée, où il y a une instance supérieure qui le destitue. Mais il faut qu'on trouve quand même un moyen, je dirais légal, pour arrêter ces individus qui s'éternisent au pouvoir, mais qui ont envie de s'éterniser au pouvoir, au détriment du contrat social. Vous rangez et Alpha Condé dans le lot de ces individus dont vous parlez? Le contexte nous amène à le dire. C'est vrai qu'il y a un autre débat, carrément ailleurs. Est-ce que la limitation des mandats est une solution à la situation démocratique en Afrique? C'est un autre débat. Mais le fait de ne pas respecter le contrat social qui vous a élu, qui a permis de vous élire, c'est un autre débat. Mais parce que si vous suivez sur les réseaux sociaux, la tendance est partagée. Il y a des gens qui jubilent parce qu'ils n'ont pas respecté le contrat social et d'autres qui disent que non, qu'en Allemagne, les chanceliers font 4-5 mandats, en Israël, ils consortent. Mais chez nous, on a pris une option à un moment donné de limiter les mandats. Nous pouvons revisiter notre processus démocratique et revisiter le contenu de la démocratie pour dire face à certaines réalités, on peut dire entre nous que le mandat n'est pas limité. C'est un débat. On peut le faire et sauter le verrou de la limitation des mandats. C'est un autre débat. On peut aussi trouver d'autres mécanismes propres à l'Afrique, à notre histoire. Mais pour le moment, du moment où le contrat social est la limitation des mandats, celui qui ne respecte pas ce contrat social est un hors-la-loi. Et il faut que la loi l'arrête. Parce que la loi est normalement faite pour arrêter les hors-la-loi. Mais pourquoi la loi n'arrête pas ceux qui sont dans cette déviance constitutionnelle au niveau de nos États? C'est simple. Soit on crée des instances supérieures au chef de l'État, ou on donne des prérogatives à l'armée de les arrêter à un moment donné. Est-ce que, sachant que Alpha Condé aurait dû, actuellement, serait en train de jouir des prérogatives d'ancien président de la République de la Guinée et Conakry, parce que son deuxième mandat était arrivé à son terme fin 2020, mais ses velléités de revenir ont fait qu'il est là aujourd'hui et qu'il n'a même pas fait un an pour ce troisième mandat, du gâchis sorti par la petite porte, comme j'interroge sur ce sujet. Il n'est pas sorti. On allait le déloger. Il n'y a pas question de porte dans cette affaire. Il n'est pas sorti. On allait le déloger, on allait le prendre. Ça veut dire qu'il n'y a pas question de porte, petite ou grande porte. Il n'est pas sorti. Ça veut dire qu'il faut trouver autre terminologie pour parler de ce dont nous parlons. Parce que il n'est non plus à l'intérieur du palais présidentiel. Parce que personne n'était là pour savoir par quelle porte il est sorti. En tout cas, on a le cherché, on l'a arraché du palais présidentiel. En tout cas, une sortie moins honorable. C'est une humiliation totale pour lui. Là, parce que les images sont assez humiliantes. Pour un homme qui a été chef de l'État, c'est une fonction extrêmement noble et prestigieuse pour que du chef de l'État, on se retrouve avec la poitrine nue, dans une position pratiquement de mendiant,
demandant la clémence de ceux qui hier étaient vos gardes, ceux qui hier se mettaient au garde à vous quand vous passez. Je ne souhaite ça, cette posture à personne. Et je pense, comme on le dit souvent, il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Leçon pour d'autres chefs d'État africains? Ils connaissent la leçon. Tout le monde connaît la leçon. En fait, il n'y a rien de nouveau dans ce cas. Parce que le cas, on l'a déjà connu plusieurs fois. C'est comme s'il y a des moments donnés, les individus refusent d'écouter ne serait-ce que leur conscience. Parce que c'est une affaire de conscience. Alpha Condé n'est pas le premier. Et les cas sont légion en Afrique et partout dans le monde entier. Il n'est pas question de donner de leçons à quelqu'un. Nous connaissons la situation. Mais je ne sais pas si c'est la phobie du pouvoir ou bien c'est la folie du pouvoir qui fait que, à un moment donné, un instant T, les gens refusent d'accepter, de respecter le contrat social. Parce que c'est un contrat social. Ce que moi je dis, qu'on soit fort, qu'on soit faible, qu'on soit messie ou celui, il faut seulement respecter le contrat social. C'est un contrat sacré. L'égrégore sociétal est comparable à Dieu, est divin. Et refuser de respecter le contrat social, c'est affronter Dieu. Parce qu'il n'y a pas de porte de sortie. Si vous ne respectez pas le contrat social, il n'y a aucun moyen. Tôt ou tard, vous serez rattrapé par l'histoire. Et regardez, depuis l'Antiquité à ce jour, tout individu qui s'est opposé au contrat social a subi toujours le revers. Et c'est un revers désastreux. Il n'y a pas un seul exemple que vous allez citer dans l'histoire de l'humanité. Il n'en existe pas. Parce que quand les hommes se sont réunis et ont décidé que vous, individus, vous refusez leur décision, il n'y a rien à faire. Leur égrégore est toujours plus fort que votre existence. Vous pouvez avoir tous les pouvoirs de la terre, vous tombez toujours devant eux et vous vous mettez toujours à genoux. On se retrouve ramené à sa plus simple expression. À sa plus simple expression. Et c'est quelque chose que tout le monde connaît. Mais je ne sais pas, je n'ai jamais été chef de l'État. Et je ne sais pas ce qui arrive aux gens quand ils sont dans la fonction de chef de l'État. Vous êtes acteur politique? J'aspire à de grandes fonctions. Mais je ne sais pas ce qui arrive quand on est à cette position pour qu'on change du jour au lendemain. Peut-être que dans le fauteuil, dans leur position, vous aurez le même comportement, on ne sait. Je pense que c'est le parcours qui détermine les individus. Le parcours est assez important. Le parcours des individus détermine leur posture. On connaît le parcours d'Alpha Condé, opposant historique en Guinée-Conakry. Non. Ce thème trop ronflant. Opposant historique. On l'a vu à l'œuvre. De quelle opposition parlons-nous réellement? Depuis l'extérieur. Et quelle était sa philosophie? Quelle était l'idéologie? D'opposition depuis l'extérieur jusqu'à revenir au pays. Oui. Était-il vraiment un opposant ou était-il un opposant fabriqué? Avait-il des idéologies propres à lui ou était-il un bûcheur d'idéologie exportée? Parce que la grande différence entre les leaders et ceux qui se font passer comme des leaders, c'est que les leaders ont des idéologies, des convictions personnelles qu'ils défendent. Mais les autres sont des bûcheurs d'idéologie, de conception, et qui finissent par se faire découvrir à travers leurs différentes postures et positions qu'ils adoptent en fonction. Comme pour dire que le pouvoir finit par révéler peut-être la vraie nature. La vraie nature que le peuple souvent ignore. Dès lors, Laurent Faton, vous êtes docteur en communication, acteur politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation sur ce sujet. C'est moi qui suis honoré. Mesdames, Messieurs, c'est déjà tout pour l'entretien du jour. Merci de nous avoir suivis.